Après le Brexit, l'Europe sans défense, point d'interrogation. Alors, quelques rapides éléments de biographie. Donc, Guillaume Delabrosse a étudié à Sciences Po Paris et à Berlin avant de rejoindre la représentation française auprès de l'Union européenne. Puis, l'Agence européenne de défense et, suite à sa mission auprès de l'Agence européenne de défense, la cellule de prospective de Jean-Claude Juncker sur les questions de défense donc, au sein de la Commission. Il a ensuite été membre de la Task Force 50, donc l'équipe de négociation du Brexit qui était dirigée par Michel Barnier. Et depuis le 1er février, il est l'assistant politique du directeur général sur les questions de défense et d'espace à la Commission, donc la nouvelle direction générale DEFI consacrée à ces questions de sécurité et de défense. Voilà, donc nous avons commencé avec un petit peu de retard à cause de l'occupation de l'amphithéâtre. Je me dépêche donc de lui laisser la parole de façon à ce qu'après sa présentation, il puisse y avoir un temps de questions et de réponses. Voilà, encore tous mes remerciements pour votre présence. Merci Elsa. Bonjour à tous, je suis moi aussi très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir affronté le coronavirus dans le train à Bruxelles. Mais quand on traite des questions de défense, on est forcément, on va au-delà du coronavirus. Je suis très heureux de pouvoir échanger quelques idées avec vous aujourd'hui sur les questions de défense européenne. Donc comme vous l'a indiqué Elsa, ça fait quelques années que je traite de ce sujet à Bruxelles, depuis différentes positions. Et donc, je voulais partager avec vous quelques réflexions sur l'impact du Brexit sur les questions de défense européenne. Je vais parler pendant environ 50-55 minutes, puis après j'aimerais bien qu'il y ait un temps d'échange avec vous, de questions-réponses. Je voulais organiser mon exposé autour de 3 grands axes. D'abord, dans un premier temps, vous rappeler un petit peu ce qu'est la défense européenne, même si je comprends que c'est une notion qui est relativement familière pour la plupart d'entre vous. Dans une deuxième partie, vous parler du Royaume-Uni et de la défense européenne, parce que je pense que c'est important d'avoir quelques éléments de contexte à ce sujet-là. Et puis, dans une dernière partie, après le Brexit, quelles sont les évolutions possibles pour la défense européenne? Quelques scénarios pour les 5 années à venir. Donc d'abord, la défense européenne. Qu'est-ce que c'est? Si je peux schématiser grossièrement ce qu'est la défense européenne, je dirais que c'est 4 éléments. Premier élément qui est un socle stratégique. Deuxième élément, ce sont des opérations, piliers opérationnels. Troisième élément, une industrie, des capacités. Et quatrième élément, des structures. Voilà. Donc je voudrais un petit peu vous parler d'abord de ces 4 éléments-là. Le socle stratégique, d'abord. Quand on a une défense, il faut d'abord, on organise des moyens en vue de répondre à une stratégie, à des objectifs. L'Union européenne s'est dotée d'objectifs relativement clairs en matière de politique étrangère, en matière de politique de défense, qui sont ancrés dans le traité de l'Union européenne. Pour ce qui est du volet de défense, c'était les missions de Petersberg de 1992. Vous les connaissez certainement, mais des missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix, missions de rétablissement de la paix. Ces missions ont été ensuite codifiées dans le traité, donc elles figurent dans le traité. Ce qui est intéressant, c'est que la politique de défense de l'Union européenne n'est pas une politique autonome, c'est une politique qui est intégrée à la politique étrangère. Donc on a une politique de défense qui doit servir des objectifs de politique étrangère. Ça, c'est une particularité européenne qui a des implications institutionnelles qu'on ne retrouve pas nécessairement au niveau national. J'y reviendrai ensuite, mais pour vulgariser, vous avez au sein de chaque État membre un ministère de la Défense et un ministère des Affaires étrangères qui ont tous les deux ministres différents. Au sein de l'Union européenne, c'est comme si vous aviez un ministère de la Défense intégré au ministère des Affaires étrangères. Donc ça, c'est une particularité qui est au niveau européen, mais qui témoigne bien que la politique de défense est une politique au service des objectifs de politique étrangère. Ce qui se passe, c'est que l'Union européenne, assez rapidement, a trouvé son articulation par rapport à l'OTAN, en termes de politique de défense. On a, si vous voulez, deux métiers qui sont distincts. Le métier de l'Union européenne, le cœur, son business, c'est ce qu'on appelle la gestion de crise.
le déploiement, la projection de forces à l'extérieur des frontières de l'Union européenne pour stabiliser des zones instables. Là où le cœur de métier de l'OTAN, c'est la défense collective, la défense de l'Europe. Donc le cœur de métier de l'OTAN, encore une fois, c'est la défense territoriale, là où l'Union européenne, son cœur de métier, traditionnellement, est la gestion de crise, qui a permis finalement assez rapidement de faire jouer les avantages comparatifs entre les deux organisations. Et donc, très rapidement, quand on a mis en place la politique de défense de l'Union européenne, on a fait en sorte qu'il y ait un distinguo très clair entre ce que fait l'OTAN et ce que fait l'Union européenne. La première déclaration, c'est la déclaration de Saint-Malo de 1998, qui donne un petit peu, qui appelle à la mise en place d'une politique autonome. Les Européens doivent être capables d'avoir des capacités crédibles et de projeter ces capacités sur le théâtre, mais en même temps une capacité qui est complémentaire de l'OTAN. Alors, les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui quand il s'agit du socle stratégique, c'est premièrement qu'on a des cultures stratégiques au niveau des États membres qui sont très différentes. En gros, pour schématiser, vous avez certains États membres qui ont une culture très atlantiste, et là je pense notamment aux pays d'Europe de l'Est. Vous avez des pays qui ont une culture plus souverainiste, la France, donc qui mettent l'accent sur l'autonomie, et puis vous avez des pays qui ont une tradition de neutralité. La Suède, les Irlandais, les Autrichiens, les Finlandais. Et donc, il faut réussir à concilier des approches très différentes. Deuxième difficulté, vous avez des pays qui ont un rapport à la force également très différent. Et là, pour le coup, le Royaume-Uni et la France ont une culture opérationnelle qui est très similaire. Les Allemands et les Français n'ont pas une culture opérationnelle qui est similaire. Vous avez aussi des particularités institutionnelles et constitutionnelles qui font qu'en Allemagne, on a besoin de l'accord du Bundestag pour déployer une opération, ce que les Français ont toujours du mal à intégrer. Eux, le président de la République est chef des armées, donc les troupes françaises sont déployées sur sa décision, là où en Allemagne, il y a besoin d'une décision du Bundestag, ce qui prend du temps. Et donc ce temps parlementaire, c'est quelque chose que les Français ont du mal à concevoir. Une troisième difficulté, c'est qu'on n'a pas une appréciation de la menace totalement similaire en Europe, pour des raisons assez évidentes. Chaque État membre a une géographie, une histoire différente, ce qui fait que l'appréciation de la menace n'est pas forcément identique qu'on se situe en Finlande, à Chypre ou en France. Et donc, pendant très longtemps, on a eu pas mal de difficultés à trouver et à mettre en place un socle stratégique commun parce que on avait toujours ce point d'achoppement qui était l'identification de la menace. Ce qu'on n'a toujours pas fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même 10 ans après le traité de Lisbonne et la mise en place de structures du haut représentant, on n'a toujours pas identifié une menace commune. Troisième difficulté, c'est que là où je vous disais qu'au départ, on avait, disons, une démarcation assez claire entre le cœur de métier de l'Union européenne et le cœur de métier de l'OTAN, aujourd'hui avec des nouvelles menaces, du type cyber, du type menace hybride, on a une ligne de démarcation entre l'Union européenne et l'OTAN qui a tendance à se brouiller. Parce que les questions de cyber, ça touche nécessairement un petit peu à la protection de l'Europe. C'est pas que ça n'a rien à voir avec la projection de force en dehors des frontières de l'Union européenne. Donc ces nouvelles menaces, qui sont des menaces émergentes, des nouvelles menaces, ont tendance aussi à brouiller les lignes entre ce que fait l'Union européenne et ce que fait l'OTAN, et donc il y a un recoupement des métiers, qui est le terme poli pour dire un petit peu de duplication. Voilà, donc ça c'est le socle stratégique. Ensuite on a le pilier opérationnel, et qui pour moi, si vous voulez, c'est l'objectif ultime d'une politique de défense. C'est être capable de déployer des troupes sur le terrain. Ça, c'est aussi l'origine de la politique de sécurité et de défense commune. L'origine de cette politique, donc ce qui a initié le sommet de Saint-Malo entre les Français et les Britanniques, à l'époque c'était Chirac et Blair, ça a été la prise de conscience après le Kosovo. Le Kosovo, cette guerre qui se déclenche fin des années 90 à la porte de l'Union européenne, dans le voisinage immédiat de l'Union européenne, et l'Union européenne est absolument incapable de résoudre ce conflit qui ne peut être résolu que par une intervention des Américains. Donc là, les Français et les Britanniques se disent que c'est une situation qui n'est pas tenable
et donc s'accordent pour mettre en place une politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne. Donc le point de départ, ça a été quand même vraiment donner la capacité à l'Union européenne de gérer son voisinage en termes de gestion de conflits. Alors aujourd'hui, l'Union européenne a déployé plus de 35 missions et opérations en Afrique, dans le Caucase, au Moyen-Orient, dans les Balkans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais il y a eu plus de 150 000 hommes qui ont été déployés sous le drapeau européen. On ne parle pas d'armée européenne. Quand on déploie une mission ou une opération européenne, d'abord la décision est prise par les États membres à l'unanimité. Ensuite, les militaires qui sont déployés sont des militaires qui viennent des États membres et qui les déploient sur une base volontaire. Et les capacités sont des capacités, les équipements sont des équipements des États membres. Ce ne sont pas des équipements qui appartiennent en propre à l'Union européenne. Les opérations, on a différents types d'opérations. On a des opérations d'abord militaires ou des missions civiles. Donc on a ces deux types d'opérations. On a des opérations qui peuvent être de nature maritime, comme des opérations de lutte contre la piraterie ou des opérations de lutte contre le trafic d'êtres humains en Méditerranée. On a des opérations qui ont été de nature terrestre, notamment pas mal en Afrique. Vous pouvez aussi avoir des opérations de haute intensité ou de basse intensité. Donc haute intensité, c'est vraiment des missions d'interposition des forces, rétablissement de la paix, là où des missions de basse intensité, on est plutôt sur des missions de type formation. On aide les États à avoir la capacité à eux-mêmes gérer des conflits. Alors, donc comme je vous disais, pour moi, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait en termes de politique de défense. Mais on a aujourd'hui deux types de difficultés. La première, c'est que on a des structures qui sont embryonnaires au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour mener une opération, vous devez avoir des structures, ce qu'on appelle un état-major, suffisamment robustes. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que là où à l'OTAN, vous avez 8000 militaires, à l'Union européenne, vous n'en avez que 200. Ce qui est très peu. C'est-à-dire que, parce qu'un état-major, ça fait de la planification d'une opération militaire, de la planification de contingence, c'est-à-dire que un état-major va regarder les différentes zones à risque et va faire de la planification de contingence, de la planification à froid, de telle sorte que quand on lui demande de planifier une opération, il a déjà des plans qui sont tout prêts, pour ne pas recommencer à zéro. Donc c'est un métier de planification de contingence, et puis bien évidemment, il faut avoir la crédibilité nécessaire pour planifier une opération rapidement, quand on lui demande de le faire, et puis ensuite pour conduire l'opération. Et avec 200 personnes, c'est extrêmement compliqué de le faire. Donc des structures embryonnaires. Deuxième difficulté, c'est le rôle de la France. Vous avez, la France a été un pays extrêmement moteur sur les questions de politique de sécurité et de défense. Toutes les grandes opérations militaires de l'Union européenne, jusqu'à 2008, 2009, 2010, la colonne vertébrale, l'armature, était fournie par la France. Puis donc le gros des troupes était fourni par la France, le gros des équipements était fourni par la France. Vous aviez également d'autres États membres qui participaient à ces opérations, et le financement était bien sûr partagé entre l'ensemble des 27 États membres. Mais ce qui se passe, c'est que, et donc vous avez eu un point culminant en 2008-2009, pendant la présidence française de l'Union européenne, avec des opérations relativement importantes qui ont été décidées à ce moment-là, l'opération de lutte contre la piraterie, une mission civile Eulex Kosovo, qui était une mission importante, et puis Eufor Tchad RCA. Donc l'année 2008 a été un peu le point culminant en termes d'engagement de la France sur les questions de défense européenne. Il y a eu ensuite la réintégration à l'OTAN, la réintégration de la France à l'OTAN, dans les structures intégrées de l'OTAN en 2009, qui a été de pair avec un changement idéologique de la France sur les questions de défense européenne. Disons, on a une approche un peu plus opportuniste, moins idéologique, moins engagée, un peu plus opportuniste. Et bien évidemment, des contraintes humaines et financières. Quand vous réintégrez les structures de l'OTAN, ça veut dire que la France a dû participer à des programmes en commun de l'OTAN, donc plusieurs millions d'euros ont été dépensés pour ces programmes en commun. Et bien évidemment, la France a dû envoyer aussi ses meilleurs officiers dans les structures intégrées de l'OTAN, ce qui veut dire moins d'énergie, moins de disponibilité pour les questions européennes. Mais ça, très clairement, la France a été un élément moteur, la France ne l'est plus pour des raisons objectives depuis 2009, et en plus, il y a une forme de lassitude qui s'est dessinée en France. C'est-à-dire que pour monter une opération dans le cadre de l'Union européenne, il fallait déployer beaucoup d'efforts diplomatiques, il fallait convaincre vos partenaires. L'opération Eufor Tchad RCA, ce qui est très intéressant, c'est que
c'était la première opération dans laquelle on avait autant d'Européens. Et imaginez-vous, c'est une opération dans le commandant d'opération, donc le commandement était assuré par les Irlandais. Vous aviez dans ce contingent des Polonais, des Suédois, des Autrichiens, donc des pays aussi qui ont pris des risques sur une base nationale, parce que expliquer aux Polonais que vous déployez en Afrique, c'est pas naturel. Le ministre autrichien, le ministre suédois, eux aussi ont pris des risques sur un plan domestique, parce que déployer, encore une fois, des contingents suédois et autrichiens en Afrique, c'est pas naturel. Elle expliquait ça à leur Parlement, c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel. Mais ça a demandé beaucoup d'efforts diplomatiques à la France, et il y a une forme de lassitude des Français. Ils se disent, on est plus efficace quand on agit finalement sur une base nationale, avec quelques éléments européens, que de passer par une chaîne de commandement européenne trop lourde, trop compliquée, qui nous demande trop d'efforts. La contrepartie, c'est quand même, quand vous agissez sous le drapeau européen, vous avez une autre légitimité. Une autre légitimité vis-à-vis des autres partenaires européens, mais aussi vis-à-vis des pays tiers. Voilà. Troisième élément qui constitue la défense européenne, les capacités et l'industrie de défense. Bien sûr, pour projeter, vous avez besoin de capacités. Et donc, vous avez besoin d'une industrie de défense qui soit efficace. Donc là, quelques éléments. On a une industrie de défense européenne qui est relativement performante. C'est pas loin de 400 000 emplois qui sont difficilement délocalisables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la recherche et le développement en matière de défense a des externalités qui sont extrêmement intéressantes pour le monde civil. Internet, le laser, tout ça, le micro-ondes, tout ça, ce sont des investissements qui ont été faits pour les militaires et qui ont ensuite eu des applications dans le domaine civil. Donc c'est intéressant parce que tous les investissements qu'on fait dans la recherche de défense ont des externalités positives. Et puis aujourd'hui, on a une industrie de défense qui est duale. Vous connaissez tous Dassault. Dassault, 80% de son chiffre d'affaires, c'est pas le Rafale, c'est le Falcon, donc l'activité commerciale civile. Airbus, plus de 50% de son chiffre d'affaires, 60-70% de son chiffre d'affaires, c'est aussi l'activité civile. Finalement, la seule activité 100% défense qui existe industrielle, c'est l'activité missilière. Donc c'est MBDA, parce que là, forcément, les applications dans le domaine civil sont assez restreintes. Et aujourd'hui, toutes les industries de défense sont finalement des industries duales. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'industrie de défense européenne est performante et on a une capacité d'export des Européens, de la technologie européenne qui est extrêmement importante et qui a un impact positif sur la balance commerciale. L'objectif des capacités, du développement de capacités entre Européens, il est assez simple, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est-à-dire que vous devez avoir des équipements qui soient capables d'interagir ensemble. Ce d'autant plus que ces équipements sont des équipements qui sont extrêmement onéreux, qui sont extrêmement risqués. Donc l'objectif de la coopération, c'est de faire en sorte qu'on ait des équipements qui soient interopérables. Et pour ce faire, l'Union européenne a mis en place, il y a 15 ans, l'Agence européenne de défense, dont l'objectif est d'harmoniser les besoins des utilisateurs finaux, c'est-à-dire des États membres, des militaires. Avant de développer un équipement, on réunit les États membres autour d'une table, on identifie quel est le besoin et on fait en sorte que ce besoin soit harmonisé pour ensuite développer des équipements qui soient aussi similaires que possible. Alors, les difficultés de ce socle, c'est cette agence dont je viens de vous parler, et que je connais bien pour y avoir été 5 ans, a des moyens extrêmement limités. C'est une agence qui n'a pas de budget, 30 millions d'euros, ce qui est rien. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce que dépensent les États membres dans la défense chaque année, c'est 200 milliards. D'accord ? Donc 200 milliards sur la question de défense, l'Agence européenne de défense, c'est 30 millions d'euros par an. C'est vraiment une goutte d'eau et un impact extrêmement restreint. Cette Agence européenne de défense n'a pas l'instrument de la norme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas contraindre les États membres. Elle ne peut pas édicter de loi, qui est le deuxième levier qu'a la Commission, par exemple. Et troisième insuffisance, elle n'a pas de capacité de sanction. C'est-à-dire quand les États membres se mettent d'accord sur certaines décisions, l'Agence européenne de défense n'a pas de capacité de sanction vis-à-vis des États membres qui ne respectent pas ces décisions. Donc cette Agence européenne de défense, son fonctionnement, c'est intergouvernemental et bon vouloir des États membres. Donc vous voyez que son impact est relativement limité. Deuxième difficulté pour ce pilier, c'est qu'on a encore des redondances au niveau capacitaire beaucoup trop importantes entre les États membres. Et là, c'est intéressant parce que vous avez le Parlement européen qui s'est intéressé à ces questions-là et qui a montré qu'il y a un gaspillage de l'argent public lié au fait que les États membres ne coopèrent pas quand ils développent des équipements.
je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, on a 7 programmes de frégates en Europe. On a 15 différents types de chars. Et les Européens ont développé plus de 70 programmes de drones. Donc tout ça, c'est un coût. Et donc le Parlement européen a chiffré ce coût, ce gaspillage économique, à un minimum de 25 milliards d'euros par an. Ce qui est énorme. C'est plus de 10% de ce que les États membres investissent sur les questions de défense. La conséquence de ça, c'est des duplications, mais c'est aussi des Européens qui ne sont pas en ordre de bataille. Comme je vous le disais, les Européens ont investi dans plus de 70 programmes de drones de manière dispersée. Et le résultat, après 10 années d'investissement dispersé, c'est que vous avez des Européens qui en fait ont acheté du Reaper, donc du matériel américain, en ordre dispersé. Vous avez les Français qui achètent du Reaper, vous avez les Britanniques qui achètent du Reaper, les Polonais qui achètent du Reaper, les Pays-Bas qui achètent du Reaper. Quand on achète du matériel américain, vous avez une dépendance opérationnelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais par exemple, quand les Français souhaitent faire décoller les Reapers qui sont en Afrique, ils doivent avoir l'autorisation des Américains. Quand certains types, je ne peux pas trop en parler, mais quand un certain type de matériel américain doit être utilisé par un État membre bien précis, cet État membre doit établir des rapports de mission sur la manière dont il a employé ses capacités. Donc vous avez une forme de dépendance opérationnelle. En tout cas, il y a un KBA opérationnel qui est opéré par les Américains, donc vous n'avez pas une capacité autonome. Et donc, ça reste une grande lacune sur ce pilier capacitaire. Vous avez des dépenses qui ne sont pas efficaces, une forme de dépendance des Américains et trop de duplication. Et des marchés qui sont fermés parce que chaque État membre veut investir dans son industrie nationale. Et donc aujourd'hui, par exemple, vous avez plus de 80% des dépenses d'équipement qui sont investies au niveau national par les États membres. Donc vous avez des chaînes de valeur qui ne sont pas européennes, vous avez des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement qui sont strictement nationales. Donc ce n'est pas efficace. Quatrième élément de la politique de défense européenne, c'est la gouvernance. La gouvernance, alors, on a une gouvernance qui est de plus en plus mixte. Vous avez d'abord le rôle des États membres. La politique de défense, c'est une politique qui est initiée, engagée, contrôlée, et décidée par les États membres à l'unanimité. Donc ça, c'est numéro 1, les États membres. Avec toutes les conséquences que ça, quand vous êtes à l'unanimité, c'est-à-dire que vous avez une décision elle est extrêmement solide, mais elle demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et parfois vous avez des décisions au rabais. C'est bien sûr la contrepartie de l'unanimité. Ce qui a été mis en place par le traité de Lisbonne, par le traité sur l'Union européenne actuellement, c'est le haut représentant et le service européen d'action extérieure. Vous le savez aussi, donc c'était il y a 10 ans. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que on est passé d'une politique intergouvernementale gérée par les États membres, où la capacité d'initiative appartenait aux États membres, à une politique qui reste intergouvernementale, mais la capacité d'initiative maintenant est partagée entre les États membres et le haut représentant. Vous avez un haut représentant, donc, qui est Joseph Borrell, qui a la capacité à définir un agenda européen. C'est lui qui incarne un petit peu, y compris à la fois la politique étrangère et la politique de défense européenne. Et c'est lui qui doit initier, qui doit proposer, qui doit être force de proposition. Et ça, pour moi, c'est un petit peu c'est l'élément moteur. C'est vraiment vous avez toute une série d'articles, on en parlait, qui ont été introduits par le traité de Lisbonne, mais le changement fondamental, ça a été ce droit d'initiative donné aux représentants et la mise en place de cette structure, le service européen d'action extérieure, qui doit être un peu le creuset d'une véritable politique européenne en matière de politique étrangère et de défense. La difficulté sur le haut représentant et le service européen d'action extérieure, c'est qu'il y a une vraie schizophrénie des États membres. C'est-à-dire que d'un côté, les États membres appellent à une politique européenne forte en matière de politique étrangère, de défense, et en même temps, quand vous avez un haut représentant qui est trop fort, alors les ministères des Affaires étrangères ne lui font plus confiance, le critiquent, lui disent qu'il va trop loin, etc. Donc vous avez une vraie schizophrénie quand même des États membres qui veulent à la fois garder le contrôle, veulent une politique étrangère forte et autonome, mais ils veulent garder le contrôle. Donc ça, c'est assez compliqué. Troisième acteur dans cette gouvernance, et ça c'est un nouvel acteur qui monte beaucoup en puissance, et j'y reviendrai, c'est la Commission, notamment sur les questions de défense. C'est un sujet qui était tabou. Honnêtement, il y a encore 5-6 ans, parler de défense à la Commission, vous étiez vu comme
vous étiez mis dans la même catégorie que la maltraitance des animaux, le sexisme, enfin toutes ces questions-là. Voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu une des priorités numéro 1 de la Commission. Vous avez même une présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a été ministre de la Défense en Allemagne. On en est arrivé là parce que vous avez eu un président, Jean-Claude Juncker, qui était convaincu que l'Union européenne devait faire la différence sur les grandes politiques et que le fait que l'Union européenne soit absente des questions de défense, c'était une vraie lacune. Qui plus est, il y a eu un nouvel environnement géopolitique. Et puis, ces quelques dernières années, y compris à cause du Brexit, on a eu besoin de trouver une unité entre Européens. Unité difficile à trouver sur les questions économiques, difficile à trouver sur les questions migratoires. Et les questions de défense, finalement, on a pu créer une forme d'unité européenne. Donc pour plein de raisons, c'est devenu une priorité numéro 1. Et ce qui est intéressant, c'est que la Commission monte en puissance sur ce sujet-là, et que la Commission a des instruments, a des outils très puissants. Donc là, pour le coup, la Commission a le pouvoir d'édicter des normes, donc la question de la régulation, la réglementation. Deuxième instrument, le budget. Donc vous avez certainement entendu parler, il y a tout un débat qui est en cours sur les prochaines perspectives financières, mais l'idée c'est que la Commission européenne mette en place un fonds qui, pour les équipements et les technologies de défense, et ce fonds, on ne sait pas encore, mais pourrait être abondé d'une fourchette allant de 7 à 13 milliards d'euros. Et puis, troisième instrument de la Commission, c'est la possibilité d'harmoniser, l'harmonisation. Ce qui est intéressant dans la montée en puissance de ce nouvel acteur, c'est que, premièrement, c'est un acteur qui est tout à fait impartial. L'Agence européenne de défense, c'est un instrument qui appartient aux États membres. Le personnel aussi de l'Agence européenne de défense est détaché par les États membres. Donc il y a une forme de partialité. Nous, à la Commission européenne, il y a une forme tout à fait d'impartialité. Deux, on a un processus décisionnel qui est plus souple grâce à la majorité qualifiée. Donc on peut aller outre un blocage ou un veto opéré par un État membre quand on est dans l'unanimité. Et bien évidemment, on a un budget dont on peut servir. 13 milliards d'euros, c'est même pas 1% du budget européen. Mais ça permettrait de faire pas mal de différences quant à plus d'interopérabilité entre États membres. Voilà, donc première partie pour que vous ayez un petit peu le paysage complet sur ce qu'est la défense européenne. Maintenant, je voudrais vous parler de la défense européenne et du Royaume-Uni. D'abord, pour vous dire que, objectivement, dans les faits, parler de défense européenne sans le Royaume-Uni, c'est compliqué parce que le Royaume-Uni, sur les questions de défense, est un acteur difficilement contournable. C'est une puissance nucléaire, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un des États qui a une industrie de défense les plus performantes, dont les savoir-faire sont reconnus. Vous avez aussi au Royaume-Uni à peu près 100 000 militaires qui ont un vrai savoir-faire du théâtre, qui connaissent les théâtres. Le Royaume-Uni a une vraie capacité de projection, a des moyens, a des capacités, est capable de soutenir des opérations de haute intensité. Donc, pour toutes ces raisons, le Royaume-Uni, sur la carte européenne, est un acteur qui est difficilement contournable quand on parle des questions de défense. Ça, le Royaume-Uni le sait, et c'est un des arguments que le Royaume-Uni a utilisé depuis le départ, comme, encore une fois, un atout dans la négociation, et j'y reviendrai. En même temps, la réalité est un petit peu plus compliquée que cela, parce que toute la stratégie du Royaume-Uni vis-à-vis de la politique de sécurité et de défense, ça a été une stratégie du confinement, de containment, comme on dit, confiner et contenir. Et d'abord, la contribution du Royaume-Uni à la PSDC, donc à la politique de sécurité et de défense commune, a toujours été marginale. Il suffit de regarder quelques chiffres. Le Royaume-Uni, donc encore une fois, a plus de 10% des militaires en Europe, mais le taux de participation du Royaume-Uni aux opérations de l'Union européenne, c'est moins de 4%. C'est-à-dire que quand vous regardez le personnel déployé dans les opérations militaires, le personnel britannique représentait en général moins de 4% du personnel européen. C'est très peu. Comparé à leur force de frappe, c'est très peu. De la même manière, la participation du Royaume-Uni à l'Agence européenne de défense, donc aux différents projets capacitaires menés par l'Agence européenne de défense, était extrêmement limitée. C'était quelques projets, ça se comptait sur les mains,
Et à l'inverse, le Royaume-Uni a toujours bloqué à l'unanimité une croissance du budget de l'Agence européenne de défense. D'un point de vue institutionnel, le Royaume-Uni a toujours bloqué le développement institutionnel de la défense européenne. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait des structures embryonnaires quand on parle de défense européenne, un état-major qui a 200 personnes. Et aujourd'hui, on a ces 200 personnes contre le gré de beaucoup d'États membres. Vous avez beaucoup d'États membres qui voulaient augmenter ces structures, qui voulaient doter l'Union européenne de structures beaucoup plus robustes. Mais le Royaume-Uni s'y est toujours opposé. Et il faut imaginer le Royaume-Uni allant dans ce qu'on appelle le centre d'opération de l'Union européenne, compter le nombre d'ordinateurs pour être certain qu'il n'y avait pas plus d'ordinateurs que prévu. Donc on avait une forme du Royaume-Uni qui faisait du micromanagement pour être sûr que, encore une fois, les structures de l'Union européenne en matière de gestion de crise n'excédaient pas ce qu'ils voulaient. Alors, donc, encore une fois, le Royaume-Uni, une contribution relativement marginale, voire même un frein au développement des questions de défense, y compris, notamment sur le volet institutionnel. Cependant, les Britanniques ont eu aussi une politique, disons, assez opportuniste, et là où les Britanniques avaient un intérêt à agir dans un cadre européen, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait très bien. Donc c'est tout ce qui est engagement de l'Union européenne en Somalie. Somalie, ancienne colonie britannique. Ah non, c'est italienne. Mais les Britanniques qui ont des intérêts très étroits, et donc on fait en sorte que les Européens agissent de manière conséquente en Somalie. Savoir-faire maritime, ils ont voulu développer le savoir-faire maritime britannique, et donc ils ont pris très rapidement le commandement de l'opération Atalante, l'opération de lutte contre la piraterie. Les Britanniques qui avaient des intérêts commerciaux et donc ont pris le commandement de l'opération Atalante. Sanctions contre la Russie, c'est aussi un intérêt britannique d'avoir des sanctions européennes fortes contre la Russie. Donc les Britanniques ont toujours été derrière ces sanctions et derrière une politique de sanctions extrêmement rigoureuse contre la Russie. Donc là où les Britanniques avaient des intérêts, ils ont toujours été moteurs. Pareil en termes de renseignement. Les Britanniques ont fourni du renseignement à l'Union européenne et aux Européens en matière de contre-terrorisme ou sur la Syrie par exemple, et ils ont un vrai savoir-faire. Après, il y a une contribution positive du Royaume-Uni qui est parfois plus difficilement quantifiable. C'est d'abord en termes de planification. Donc je vous parlais des structures de gestion de crise. Les vrais bons planificateurs que l'Union européenne a eus étaient britanniques. Encore une fois, parce que les Britanniques ont cette culture du déploiement et ont la connaissance du théâtre que d'autres Européens n'ont pas. Donc dès qu'il a fallu doter les structures de bons planificateurs en termes d'opérations militaires, on a toujours été chercher les Britanniques. Deuxième contribution positive, c'est encore une fois la culture du déploiement. C'est-à-dire que les Britanniques, quand on planifie une opération, quand on déploie une opération, quand on la conduit, ils savent faire. Et donc ils posent les bonnes questions. Et ça c'est intéressant parce que vous avez une corde de rappel britannique qui est intéressante. Et le troisième élément, c'est qu'il crée tout simplement une dynamique. Quand les Britanniques s'opposent à quelque chose, vous créez une dynamique entre Européens et une forme de dialectique qui est assez intéressante pour finalement avancer dans les dossiers. C'est pas une politique, c'est une politique qui n'était pas atone, mais qui au contraire était une politique assez dynamique aussi parce que les Britanniques s'opposaient, donc les Français devaient surenchérir, donc vous avez une forme comme ça d'opposition qui pouvait être intéressante et qui crée une vraie dynamique. Après, donc vous avez une vision qui est finalement entre les Français et les Britanniques une vision extrêmement différente. Pour les Français, politique de défense, derrière il y a une vraie approche politique. C'est-à-dire que l'Union européenne n'est pas qu'un marché économique. C'est un discours que vous avez souvent entendu. C'est aussi un projet politique et donc la politique de défense fait partie de cette ambition politique. Là où pour les Britanniques, l'Union européenne c'était un marché unique et tout le reste n'avait pas lieu d'être. Et donc parfois, ils agissaient dans un cadre européen, mais encore une fois, par opportunisme. Là où il y avait un intérêt. Il n'y avait aucune vision idéologique derrière. Aucune ambition politique derrière. Donc là, il y avait un point d'ancrage, un point de divergence assez fort avec les Français. Et pourquoi est-ce que les Britanniques n'ont jamais été intéressés outre mesure par la question de défense? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Blair l'était. Quand Blair, la déclaration de Saint-Malo, c'est vraiment Blair et Chirac qui pendant une nuit ont négocié et ont écrit à deux
il y avait un ou deux conseillers, mais ils ont pris une nuit pour écrire à deux cette déclaration. Vous aviez deux hommes qui étaient personnellement extrêmement intéressés pour faire avancer la défense européenne, et encore une fois, c'était une réponse à l'incapacité des Européens à agir au Kosovo. Mais assez rapidement, 2003, vous avez eu la crise en Irak, un split de l'Union européenne entre deux blocs, et la défense européenne a été un petit peu prise en otage. Et assez rapidement ensuite, il y a eu une vraie continuité dans le positionnement britannique qui était pas d'adhésion à ce qui étaient ces questions de défense européenne. Pour trois raisons. D'abord, les Américains, c'est US First, ça reste le point d'ancrage des Britanniques transatlantiques reste très très fort. Deuxième point, c'était l'OTAN. Les Britanniques ont toujours privilégié l'OTAN sur l'Union européenne, et encore une fois, quand on veut renforcer les structures européennes en matière de défense, les Britanniques ont toujours considéré que c'était une duplication des structures de l'OTAN. Et troisième raison, c'est une raison plus domestique. C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, dès qu'on parle des questions de défense européenne, vous avez les tabloïds qui disent le Royaume-Uni s'engage dans l'armée européenne. Et ça, c'est une vraie difficulté au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les tabloïds britanniques, dès qu'on parle de défense européenne, l'assimilent tout de suite à l'armée européenne. Et donc, Royaume-Uni perd sa souveraineté, etc. Et ça, c'est un débat qu'on a encore actuellement, mais qui est un débat qu'on retrouve depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, qui a toujours été toxique dans l'engagement dans cette interaction Royaume-Uni et défense européenne. Donc, compte tenu de tous ces éléments, donc, certes, dans les faits, le Royaume-Uni est un acteur important en matière de défense, mais sa contribution finalement à la défense européenne est assez marginale. Donc, ce qui fait que l'impact du Brexit sur les questions de défense européenne est très largement gérable. J'ai presque envie de dire, il est marginal. Et c'est quand on a négocié le Brexit, on avait beaucoup d'États membres qui venaient nous voir un petit peu désespérés, parce que intuitivement, d'un point de vue, quand on ne connaît pas très bien la réalité de la défense européenne, intuitivement, on a envie de dire, oui, mais comment est-ce qu'on va faire sans les Britanniques en matière de défense européenne? On ne sait pas faire sans eux. Mais quand on regarde de manière très très précise, en fait, ce n'est pas le cas. Et donc nous, et avec Michel Barnier, on s'est beaucoup employé pendant quelques mois à rassurer les États membres, à leur expliquer que non, la contribution des Britanniques, on va savoir faire sans eux. Il ne faut surtout pas, et au contraire, surtout pas ne donner l'impression aux Britanniques qu'on est dans une position de demandeur. On sait faire sans eux. On avait le temps de préparer le terrain pour mettre en place des mesures de contingence et de préparer la sortie du Royaume-Uni. Et donc un impact du Brexit qui est assez limité, parce qu'encore une fois limité sur la capacité opérationnelle, comme je vous le disais, aussi parce qu'en fait le Brexit, d'une certaine manière, est intervenu à un moment où les Européens ont pris conscience du fait qu'ils devaient faire davantage en matière de défense. Donc je vous ai parlé de ce contexte géopolitique, l'élection de Trump, la Russie, la Turquie. Donc les Européens ont pris conscience de ce besoin de faire davantage ensemble sur les questions de défense européenne. Et très honnêtement, le Brexit aussi a joué. C'est-à-dire que, comme je disais, une des réponses des Européens au Brexit, ça a été de dire il faut qu'on soit unis, il faut qu'on montre qu'il y a une forme d'unité des Européens. Michel Barnier a toujours dit aussi nous sommes unis quand on parle du Brexit, mais il faut que cette unité soit utilisée au profit d'autres politiques européennes. Et comme je disais, la politique européenne qui a permis de cristalliser cette unité, ça a été la défense. Donc on a eu d'énormes progrès ces 3-4 dernières années sur les questions de défense européenne. Et ça, ça compense aussi le départ du Royaume-Uni. Le fait que vous ayez la Commission qui soit engagée, qu'on mette des financements européens, ça permet de compenser le départ du Royaume-Uni. Alors, et puis, pourquoi est-ce que l'impact du Brexit reste également limité? Il y a un gros point d'interrogation sur ce qui va se passer en termes de défense au Royaume-Uni. Donc là, le Royaume-Uni a engagé une politique de revue de leur politique étrangère et de la défense britannique, mais très clairement, les choses vont bouger. Le Brexit aura un coût économique important, et donc la question c'est quel est l'effort budgétaire que le Royaume-Uni va réussir à maintenir dans les années à venir, dans un contexte post-Brexit, dans un contexte où il y aura des priorités économiques à faire. Et la priorité numéro 1 ne sera certainement pas la défense. Donc, qui plus est, vous avez un autre effet du Brexit qui est la dévaluation de la livre sterling.
Et comme le Royaume-Uni est engagé sur un grand nombre d'équipements sur plusieurs années avec les Américains, tous ces équipements vont leur coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils avaient prévu initialement. Donc en fait, vous avez comme ça un point d'interrogation sur le budget qui sera consacré à la défense britannique dans les années à venir, et deux, une forme de dévaluation de la monnaie britannique qui fait que leurs équipements de défense achetés aux États-Unis sont beaucoup plus chers, seront beaucoup plus chers dans les années à venir. Et donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte quand on parle de l'impact du Brexit sur les questions de défense européenne. Et puis, autre élément important, c'est que vous avez de nombreuses initiatives multilatérales qui sont initiées dans un cadre hors UE, notamment par les Français. Donc ça, je vais y revenir. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que le Royaume-Uni a voulu faire de la défense une carte privilégiée, une carte importante à jouer dans la négociation Brexit. Nous, très rapidement, en tant que négociateurs européens, on a dit aux Britanniques, les questions de sécurité des citoyens sont des questions trop importantes pour être négociées. On ne va pas faire de la sécurité des Européens une monnaie d'échange pour les questions commerciales. On ne peut pas négocier, on ne peut pas mettre dans la balance commerce et sécurité, par exemple. Theresa May l'avait compris. Et Theresa May, très rapidement, a envoyé des signaux positifs aux Européens en disant que le Royaume-Uni, quoi qu'il arrive, serait engagé de manière inconditionnelle pour la sécurité des Européens. Et elle a envoyé ces signaux très très régulièrement. Donc une forme comme ça d'engagement absolu, non négocié. Là où Boris Johnson n'a jamais repris à son compte ces déclarations. Au contraire, même laissant plutôt se distiller l'idée que c'était une négociation et qu'il fallait avoir toutes les munitions possibles et imaginables pour négocier avec les Européens. Ce qui prime d'abord, c'est les intérêts britanniques. Donc si la défense, c'est une carte à jouer dans la négociation, il faut jouer cette carte. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que donc, la semaine dernière, vous avez eu le premier round de négociations avec le Royaume-Uni entre négociateurs européens et les Britanniques sur les questions, sur le futur partenariat. Et les Britanniques ont accepté de négocier sur tous les sujets, sauf sur les questions de politique étrangère et de défense. Ça veut dire que de manière très très concrète, vous n'avez pas de négociation en ce moment sur ces questions. Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est très clairement, pour moi, c'est qu'ils veulent monnayer la défense. En gros, ils veulent pouvoir garder cette carte, créer un appel d'air, pour que les Européens disent pourquoi vous ne voulez pas négocier, vous êtes trop important, vous êtes un partenaire important, donc ça pendant quelques mois, pour faire monter le prix de cet atout, de cette carte, et ensuite la troquer contre autre chose. Et donc ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement mettre les Européens en position de demandeurs, ce à quoi il faudra être extrêmement vigilant dans les mois à venir. Alors, ma dernière partie maintenant, c'est quelles sont dans ce contexte les évolutions possibles pour la défense européenne, dans ce monde, cette nouvelle ère, cette ère post-Brexit. Et pour moi, je vois 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est une défense plus intégrée et organisée autour de la notion de solidarité collective. Un deuxième scénario qui serait en fait finalement d'avoir le pilier opérationnel de l'Union européenne atrophié et de cantonner l'Union européenne dans un pilier capacitaire et industriel. Et un troisième scénario possible serait, au contraire, un regain de la coopération opérationnelle. Donc je voulais vous détailler un petit peu ces trois scénarios. Premier scénario, donc une défense plus intégrée, organisée autour de la notion de solidarité collective. La notion de solidarité collective, c'est l'article 42.7 du traité, l'assistance mutuelle. Il y a toute une difficulté un petit peu idéologique parce que comment est-ce qu'on articule cet article qui en fait est un article visant à déclencher de manière systématique le soutien des Européens quand un État membre est victime d'une agression. En fait, c'est le pendant de l'article 5 de l'OTAN. Et donc tout le débat, c'est comment est-ce qu'on articule ces deux articles, sachant que vous avez 22 États membres de l'Union européenne qui sont membres de l'Union européenne et qui sont membres de l'OTAN.
mais que donc vous avez aussi 7 membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN, donc qui ne sont pas couverts par l'article 5. Donc là, il y a tout un débat qui est engagé. Très clairement, c'est un débat qu'on ne pouvait pas avoir quand il y avait le Royaume-Uni. Parce que pour eux, dès qu'on touchait à l'article 42.7, c'était une duplication de l'article de l'OTAN, l'article 5. Maintenant, ce verrou britannique a sauté. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va avoir un débat plus approfondi sur cette notion de solidarité collective? Et pas seulement un débat, mais aussi dérouler toutes les conséquences pratiques. Quand vous avez un article comme celui-là, il est extrêmement puissant. Mais ça ne s'improvise pas. Il faut avoir des protocoles, il faut avoir des moyens clairement identifiés, des équipements identifiés, parce que c'est un protocole qui doit pouvoir être déclenché très rapidement et être efficace, sinon il ne sert à rien. Ce qui plaît dans sa faveur, c'est un environnement international le plus incertain, avec la réélection de Trump qui s'avère être de plus en plus probable, une Russie qui est de plus en plus active, une Turquie qui est extrêmement difficile à l'OTAN. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN. Et aujourd'hui, il y a une telle divergence entre l'OTAN et ses autres partenaires de l'OTAN, et ça, conjugué à Trump, pose des questions sur l'OTAN. Et vous avez entendu les propos du président français, qui en fait a fait une analyse qui est extrêmement pertinente, même si ses propos sur la mort léthargique de l'OTAN ont peut-être donné lieu à quelques raccourcis, mais en tout cas son analyse était extrêmement pertinente. Et donc il y a tout un débat quand même à avoir sur la pertinence de l'article 5 dans un cadre OTAN. Débat que d'ailleurs le président Trump lui-même a initié, quand il a parlé d'une forme d'obsolescence de l'OTAN. Vous avez aussi une friction, plus que des frottements, mais une forme de friction entre Chypre et la Turquie qui est en train de monter. Donc vous avez bien sûr des questions non résolues de partage de l'île, mais surtout en ce moment vous avez la Turquie qui mène des actions relativement hostiles contre Chypre, de nature économique, mais qui font des forages dans les zones économiques exclusives de Chypre, et Chypre qui de plus en plus se tourne vers ses collègues européens en appelant potentiellement à l'activation de l'article 42.7, donc appel à la solidarité collective. Vous savez aussi que c'est un article que les Français pour la première fois ont déclenché après les attentats. C'était en 2015, c'est ça. Donc il y a une première réflexion qui s'est entamée sur ces questions. Donc ça, c'est potentiellement, et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement on irait vers un petit peu une approche beaucoup plus profonde en termes de solidarité européenne, avec beaucoup plus de substance, en termes de solidarité européenne. Quand on organise une solidarité autour d'une notion de sécurité, il n'y a pas plus souverain comme solidarité. La vraie difficulté, ça va être l'OTAN. L'OTAN, les coûts, parce que organiser une telle solidarité, encore une fois, ça a des applications humaines, en termes de structure, et donc ça a des coûts. Et idéologiquement, ça peut être assez controversé, en tout cas vu comme tel par de nombreux partenaires européens. Le deuxième scénario, c'est finalement le cantonnement de l'Union européenne dans un pilier industriel. Et là, je m'explique. Avec le départ du Royaume-Uni, la France perd son partenaire privilégié quand il s'agit de mener des opérations. La France se retrouve complètement dans le Royaume-Uni quand il s'agit de déployer des hommes sur le théâtre. Là où la France ne se reconnaît absolument pas, comme je vous le disais, avec l'Allemagne, à cause du Bundestag et d'une culture qui n'est pas du tout la même. Et donc, le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne est conjugué à cela une forme de fatigue, comme je vous disais, une forme de fatigue française de devoir entraîner des Européens dans des opérations européennes, etc., peut faire que les Français vont chercher à continuer à coopérer avec les Britanniques en dehors du cadre européen. Et en fait, c'est une dynamique qui est en cours. Vous avez peut-être entendu parler des différentes initiatives en fait, que la France a mises en place, l'initiative européenne d'intervention, le collège de renseignement militaire, ou encore potentiellement un conseil de sécurité européen. Tout ça, ce sont des initiatives qui n'ont pas de point d'ancrage dans ce que le traité décide. C'est hors traité, hors institution. Pourquoi ? Tout simplement pour continuer à pouvoir coopérer avec le Royaume-Uni.
Tout ça est pensé en fait pour maintenir une forme de coopération avec le Royaume-Uni. A l'inverse, la France est extrêmement stricte et rigide quand on parle de politique industrielle. Elle dit, là pour le coup, c'est le précaré des Européens, le Royaume-Uni est un pays tiers, le Royaume-Uni sera considéré comme un pays tiers pour les politiques industrielles de défense. Donc par exemple sur la question du Fonds européen de défense, il ne s'agit absolument pas de donner un statut privilégié aux Britanniques. Les Britanniques seront considérés comme un tiers. Donc vous voyez, donc là où il y a ces deux poids deux mesures sur la dimension opérationnelle, les Français veulent mettre en place des structures qui leur permettent de maintenir une coopération étroite avec le Royaume-Uni, ce d'autant plus qu'ils ont le traité de Lancaster depuis 10 ans, on va avoir le 10e anniversaire sera fêté prochainement, et en même temps, le pilier européen, c'est l'industrie, et donc faire en sorte que les instruments européens bénéficient à l'industrie européenne. Donc, vous avez une forme de préférence européenne sur toutes les questions de politique industrielle et capacitaire. Et le risque là-dedans, c'est que la politique de défense devienne en fait une politique industrielle de défense européenne et qu'on perde le pilier opérationnel. Et ça, c'est une tendance que je vois, qui est une tendance assez forte, qui se dessine, et qui se dessine d'autant plus que vous avez une montée en puissance de la Commission européenne et que l'angle d'attaque de la Commission européenne, c'est pas l'opération, c'est pas l'opérationnel, c'est l'industriel. Donc la France surfe beaucoup aussi sur cette dynamique enclenchée par la Commission européenne, et donc on a des briques comme ça qui se mettent en place progressivement avec Union européenne, pilier industriel, autant article 5, en fait c'est ce qui permet aussi de maintenir le lien avec les États-Unis, et puis en dehors de ces deux organisations, des initiatives multilatérales ad hoc qui permettent de maintenir le lien opérationnel avec le Royaume-Uni. Le troisième scénario, c'est, à l'inverse, là, peut-être un regain de la coopération opérationnelle. Et là, pour le coup, le prérequis fort, c'est le franco-allemand. C'est-à-dire qu'il faut que les Français et les Allemands trouvent un terrain d'entente sur ce qu'ils peuvent réussir à faire ensemble en matière de gestion de crise. 2, c'est de rendre les structures de gestion de crise de l'Union européenne plus robustes, et les Français vont occuper quelques places intéressantes dans les mois à venir qui peuvent être une fenêtre d'opportunité pour renforcer le pilier opérationnel de l'Union européenne. Mais c'est aussi de voir dans quelle mesure les Français